Après les 26 jours du mois de Ramadan, 6 jours du jeûne de Shawwal ont des vertus. Éclairage dans un instant. À suivre aussi dans cette édition d'information les échos de l'ouverture officielle de la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2016. 9 points sont inscrits à l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête de Ramadan à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après la fête de l'Eid el-Fitr, les fidèles musulmans sont appelés à faire d'autres jeûnes, notamment celui de 6 jours qu'on observe pendant ce mois de Shawwal. Quel est le sens de ces 6 jours de jeûne? Élément de réponse avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est passé, mais il nous a laissé beaucoup d'enseignements utiles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah comme si on va mourir, comme le soir où demain ne va pas nous trouver vivants, et de chercher le bas monde comme si on ne va jamais mourir. Même après le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup d'activités spirituelles, d'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, relevant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le jeûne de Sitta Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient immédiatement après le mois de Ramadan. Celui qui le jeûne, il aura, Inch'Allah, après avoir accompli le mois de Ramadan en entier, il aura la récompense d'une année. À jeûner le mois de Ramadan, si on multiplie par 10, il aura 10 mois de récompense et plus les 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc ça donne les 12 mois de l'année. C'est très important de rembourser les jeûnes qu'on nous doit avant de procéder aux jeûnes surrogatoires de Sitta Shawwal qui sont au nombre de 6. On peut le faire d'affilée jusqu'à finir les 6 jours ou bien faire par intermittence. Il y a beaucoup d'activités, d'actes d'adoration à accomplir même pendant le mois béni de Ramadan. En dehors des jeûnes, il y a par exemple les jeûnes de Muharram, les jeûnes de Arafat, les jeûnes de lundi et jeudi par semaine, les jeûnes des 13, 14, 15 de chaque mois et il y a beaucoup d'actions comme les prières surrogatoires, 2 jours comme de nuit, les Qiyam al-Layl, on peut les continuer, qui procurent beaucoup de récompenses et beaucoup de bénédictions auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons à présent l'ambiance de cette fête de l'Eid el-Fitr. Alors, le principal point d'attraction pour les enfants à l'occasion de cette fête de Ramadan, c'est évidemment le musée national Boubou-Hama qui donc offre aux jeunes enfants de différents quartiers de la capitale un spectacle du côté du musée national Boubou-Hama. Les temps forts avec Michel Dichy. L'ambiance est festive en ce jour de fête au musée national. Venus des 4 coins de la ville de Niamey, enfants et accompagnateurs y trouvent un véritable lieu de distraction et de vraie découverte de la faune. ay kul kirdi idi imha ifono hayawo irmi ki se hankanno irni faman digum hay kul kay irga bay bon. Vraiment on est content, toutes les paysans sont là, on est venu visiter, vraiment on est très content de gentil. Ça se passe bien parce que on a visité les animaux, tous sont là. Nous sommes contents. Des activités qui s'organisent avec le maximum de soins dans le souci de créer un cadre idéal aux enfants en cette journée de fête. Et à travers cela, vous avez des jeux pour les jeunes, les enfants, des artistes qui font aussi des prestations pour le public qui entre.
Vous avez aussi de l'animation culturelle à côté. Ce premier jour pour moi est vraiment une bonne journée. À mon avis, c'est en tout cas, on ne s'attendait pas à un monde pareil et c'est vraiment bien. Il y a eu de l'engouement parce que c'est un public énorme qu'on gère et vous voyez souvent il y a des mouvements de masse par-ci par-là qu'on essaie de gérer. Afin de mieux répondre aux attentes des enfants en cette période de vacances, ces activités récréatives se poursuivront jusqu'au jeudi prochain avec comme artistes invités Brahim Disco et plein d'autres artistes de la musique traditionnelle et d'Andali. Autre aspect de cette édition d'information, cérémonie d'ouverture ce matin des travaux de la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2016. Ce sont au total 9 points qui sont à l'ordre du jour de cette session, présidée par le président du Conseil, M. Hassan Seydou. Nous retrouvons M. Saji pour le compte rendu. Il s'agit de la toute première session du Conseil de ville depuis le début de cette année 2016. Une session qui s'ouvre avec un retard dû essentiellement à l'organisation des élections présidentielles et législatives ainsi que certaines contingences du moment, a expliqué le maire central. La présente session s'ouvre aussi au moment où la saison pluvieuse s'est installée avec déjà ses désagréments. En effet, les prévisions météorologiques prévoient des précipitations excédentaires anormales, d'où les risques d'inondation dans la ville de Niamey. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de l'ensemble de nos concitoyens pour un changement de comportement et une prise de conscience quant à l'utilisation et au respect des infrastructures urbaines d'une manière générale. Une session qui se tient en pleine saison pluvieuse avec un conseil déjà à pied d'œuvre sur le terrain, a indiqué le président du conseil de ville de Niamey. En effet, depuis un certain temps, vous avez dû le constater, la ville de Niamey se déploie pour dégager les dépotoirs sauvages d'ordures ménagères, notamment le long des doubles voies périphériques que le président de la République a bien voulu financer pour la ville de Niamey. Pour la remise en état des feux tricolores et les panneaux de signalisation routière ainsi que l'éclairage public. Nos efforts sont annihilés souvent par le manque de sites de transit et de l'organisation de la précollecte des ordures ainsi que des actes de vandalisme et d'imprudence. Ainsi, j'invite la population de Niamey à surveiller l'ensemble des infrastructures routières mises à leur disposition par l'État et ses démembrements à grands frais. Je demande l'implication de tous les conseillers afin de sensibiliser les citoyens pour la prise en compte de leur cadre de vie. Au cours de cette session qui durera 4 jours, les conseillers élus ainsi que les nouveaux membres de droit du conseil que sont ces nouveaux députés auront à se pencher sur 9 principaux points dont, entre autres, l'examen des observations issues du contrôle de légalité sur les travaux de la 4e session ordinaire de l'exercice 2015, l'examen des documents issus de la première session ordinaire de l'exercice 2016 des conseils des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey, ainsi que l'examen de l'exécution du budget au 31 mai 2016. L'affaire continue de défrayer la chronique. C'est celle relative à la réhabilitation ainsi que la réfection des domiciles privés et officiels de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Salifou. Une affaire qui ressemble à un détournement des deniers publics, d'où l'exigence de l'agence de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International du Niger, donc qui a exigé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Suivons donc à ce sujet l'entretien que nous a accordé le secrétaire général de l'ANLC, M. Maman Wada. Deux sous-affaires. La réfection de la résidence du président de l'Assemblée nationale, oui, la résidence officielle, qui a été réhabilitée, je crois, à un montant de 700 millions, et la réfection de la résidence privée du président de l'Assemblée à 38 millions. Et l'élément déclencheur, c'est que le président n'a pas habité la résidence officielle
il est resté dans sa propre résidence et la source rapportait que le président percevait des indemnités de logement. Voilà, si vous voulez l'affaire. Et quand nous l'avons apprise, évidemment, notre réaction, c'est de demander à ce que la justice se prononce là-dessus. Notre rôle, c'est que quand il y a des informations touchant aux pratiques corruptives, la réaction, c'est de dénoncer. La réaction, c'est davantage de révéler et d'amener les pouvoirs publics à approfondir la question et, conformément à la loi, de poursuivre. Et c'est ce que nous avons demandé. Et depuis, sur les médias internationaux et les médias nationaux, nous avons demandé à ce que l'investigation soit davantage approfondie et que tous ceux qui sont impliqués, quel que soit leur rang, je dis bien quel que soit leur rang, doivent être poursuivis devant les tribunaux conformément à la loi. Parce qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Et il n'y a pas de dérogation pour quelques citoyens. La Constitution est très claire là-dessus. Les citoyens sont égaux. Eh bien, le principe d'égalité doit être appliqué et doit être une réalité. Donc, nous sommes dans un contexte de promotion de la bonne gouvernance. Nous sommes dans un contexte d'engagement de lutte contre la corruption. Nous n'avons pas de doute, comme je le disais tantôt, que cette affaire-là sera approfondie et que la question va être traitée devant la justice. Parce que pour nous, seul le juge est gardien des droits et des libertés et seul le juge, justement, doit se prononcer sur des questions de ce genre. Et c'est pour ça que nous demandons chaque fois d'aller devant la justice, d'amener cette question devant la justice pour que le juge se prononce là-dessus. Nous n'avons pas de doute, n'est-ce pas, par rapport à cet engagement et nous l'avons toujours soutenu et nous sommes convaincus que cette affaire, elle sera devant les tribunaux. Et elle doit aller devant les tribunaux parce qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Nous faisons confiance toujours à la justice, à la capacité des juges à être indépendants. Et ça, c'est un principe incontournable. Si la justice n'est pas indépendante, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas d'état de droit. Les droits des citoyens ne seront pas protégés. Et je pense que l'heure de l'indépendance de la justice a sonné. Je dis bien, je pense que l'heure a sonné à partir du moment où on s'est engagé à lutter contre la corruption et on ne peut pas lutter efficacement contre la corruption si la justice n'est pas indépendante. Cela veut dire qu'il ne doit plus y avoir d'immixtion, qu'il ne doit plus y avoir d'interférence dans les affaires de la justice. On doit laisser les juges faire, se prononcer en connaissance de cause, en toute conscience et conformément à la loi. Du reste, la loi dit dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat est indépendant et n'obéit qu'à l'autorité de la loi. Je pense que ce n'est plus le moment d'interférence politique. Quand un dossier apparaît de cette manière-là, il faut l'amener devant le juge et il faut laisser la justice suivre son cours normal. Nous disons qu'il faut amener le dossier devant la justice. La justice peut interpeller ou ne pas interpeller, ça c'est encore du ressort de la justice. Mais nous disons que toutes les affaires doivent atterrir à la justice. C'est ça le contrat social. C'est ça le pacte social. Nous sommes tous d'accord que la justice doit arbitrer la vie sociale. Et de ce point de vue, il faut que les dossiers atterrissent devant la justice et il revient à la justice d'apprécier. Nous sommes société civile, nous n'avons que la capacité de mobilisation, nous n'avons que les dénonciations et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et nous pensons quand même que on ne va pas obstruer nos actions à partir du moment où on nous a demandé de dénoncer. Nous sommes encouragés dans la dénonciation et je pense qu'on doit tenir compte de cette dénonciation. Et le dossier doit aller devant le juge et il revient au juge de se prononcer une fois de plus. On a plusieurs manières de faire. Déjà, le fait que l'affaire soit dénoncée, normalement, le procureur peut se saisir de l'affaire. Il a le journal, n'est-ce pas? Et il a le journal et à partir de ce moment, lui-même, il peut ouvrir une information judiciaire pour connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et tout comme nous pouvons saisir le procureur lui-même par rapport à la question. Mais en attendant, nous disons que nous jouons notre rôle de dénonciateur et c'est ce que nous sommes.
Affaire donc à suivre. L'actualité hors direction donc d'Ifa, où les habitants de cette région ont offert leur hospitalité aux réfugiés nigériens qui fuient les atrocités de Boko Haram. Reportage dans ce sujet. Il y a encore 2 ans, Ali Abba et Adamou Moumouni ne se connaissaient pas et a priori, rien ne les prédestinait à se rencontrer. Ali vivait de l'autre côté de la frontière, au Nigeria voisin, puis un jour il a dû partir précipitamment, sans se retourner. On attendait un bateau sur la berge pour fuir Boko Haram qui attaquait notre village. Ils nous ont poursuivis, nous ont tiré dessus. Certains sont tombés et on a perdu des membres de notre famille. Adamou est devenu ma famille. C'est le seul proche que j'ai ici. Adamou a une maison familiale à Difa. Il ne roule pas sur l'or pour autant et a déjà de nombreuses bouches à nourrir. Mais quand Alice s'est présentée à lui, il n'a pas hésité un instant à lui ouvrir sa porte. La souffrance nous réunit. Nous ne nous connaissions pas avant, mais ils ont été victimes de Boko Haram. Nous savons ce qu'ils ont enduré. C'est pour ça que nous les avons acceptés en ces temps difficiles. Et ils sont nombreux, les réfugiés comme Ali, à avoir été accueillis par des locaux. Les camps de la région de Difa sont totalement saturés. Dans la zone, 1 personne sur 3 est déplacée interne ou réfugiée. En tout, près de 250 000 personnes sont sur les routes. Mais les humanitaires sont formels. L'aide aux réfugiés ne peut pas reposer sur la bonne volonté des habitants de la zone, déjà totalement démunis. Pour la 2e année consécutive, les activités agricoles et liées à la pêche sont totalement à l'arrêt. Et déjà, les tensions intercommunautaires se font sentir. L'actualité hors de chez nous, le ramadan est terminé. Pendant ce temps au Brésil. De nombreux Brésiliens se convertissent à l'islam. Difficile pour eux dans ce pays en majorité chrétien. Mosquée Brasil à São Paulo, le plus grand lieu de culte musulman du Brésil. Dans ce pays ultra-religieux et traditionnellement catholique, l'islam gagne chaque jour du terrain. Siolène est brésilienne et ancienne chrétienne. Il y a 2 ans, elle a rangé sa croix et s'est laissée tenter par Allah. Le message de paix et la rigueur de sa nouvelle religion l'ont séduit. Une décision radicale et de nouvelles mœurs, pas faciles à adopter. En fait, vous savez, nous les musulmanes, on ne salue pas les gens en s'embrassant ou se serrant la main. Parce que pour nous, c'est quelque chose d'impur que de toucher la main d'un homme. Alors vous voyez, ce n'est pas si simple de passer du christianisme à l'islam. Surtout au Brésil. Les Brésiliens ont un contact physique facile, ils sont très libérés. C'est une réalité. Vania, elle, n'avait jamais franchi les portes d'une église. L'an passé, un fidèle de la mosquée l'a convaincue de suivre des cours de religion. 3 mois plus tard, elle s'est convertie à l'islam. Sa famille, ses amis, beaucoup n'ont pas compris son choix. Et régulièrement, elle doit faire face à l'intolérance et aux insultes. Je prends le métro, le bus, et c'est vrai que parfois des gens s'écartent. Ils se moquent de moi. Ils disent que je suis une kamikaze et crient boum. Les gens pensent que je suis arabe à cause de ma tenue vestimentaire, alors je dois leur expliquer que je suis brésilienne et que l'islam est ma religion. 450 fidèles sont réunis pour la grande prière du vendredi. Des immigrés arabes, africains, des réfugiés et de plus en plus nombreux, des Brésiliens convertis. L'imam de la mosquée vit au Brésil depuis 9 ans. Pas encore assez pour prêcher en portugais. Pour tous ceux qui ne parlent pas l'arabe, le prêche est traduit en simultané. Casque vissé sur les oreilles, le message passe et séduit. Dans cette mosquée de São Paulo, chaque semaine, de nouveaux Brésiliens décident de prononcer la shahada, la profession de foi islamique. Grâce à Dieu, toutes les semaines, tous les mois, il y a beaucoup de Brésiliens qui se convertissent à l'islam. Pas seulement dans notre mosquée, mais partout au Brésil, à travers les 120 mosquées qu'il y a dans le pays. Les messages de paix et d'amour de l'islam, voilà ce qu'aime le peuple brésilien. Les dernières minutes de soleil sur São Paulo sonnent la fin du ramadan. La mosquée offre chaque soir un repas à ses fidèles. Une aubaine pour les plus nécessiteux, innombrable au Brésil. Les leaders musulmans ont su s'adapter à la réalité sociale difficile du pays. C'est peut-être là une des clés de leur succès. Le Brésil compte aujourd'hui 1,5 million de musulmans, dont 30 à 50% de convertis selon les régions. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Bari. Bonsoir.